Le 4 quarts politique de la semaine, l'émission hebdomadaire du dimanche matin qui vous aide à analyser, à décrypter, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants cette semaine, Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv, Michel Taubman, politique internationale, Noémie Aliwa, ancienne grand reporter à I24 News, Laetitia Krupa, journaliste politique. Nous allons parler de la mise en place de la nouvelle coalition en Israël, du premier test sécuritaire, du sommet Biden-Poutine et de ses conséquences. Et nous allons parler du livre de Laetitia Krupa qui s'appelle « La tentation du clown, comment un candidat hors système va bouleverser l'élection présidentielle ». On va donc parler de tout cela. C'est le programme de l'émission. Bonjour à tous. Et bonjour Noémie Aliwa. Bonjour Michel Taubman. Bonjour Laetitia Casta. Bonjour Casta, Emmanuel. Qu'est-ce que j'ai dit? Casta. Ah bah ça a commencé. C'est gentil, c'est très gentil. Franchement, j'accepte le compliment. Et ben ça commence mal. Bon, alors... C'est très flatteur pour Laetitia Casta. Non, je crois pas, pour moi. Absolument. Bon. C'est parler aux dames. Hein. Professeur Emmanuel Navon, vous êtes avec nous? Je suis avec vous. Alors, on va commencer avec vous. Est-ce qu'on peut dire que ce gouvernement qui a été mis en place est un cas unique dans l'histoire de la science politique? Non, ce n'est pas un cas unique, dans la mesure où d'abord, je vous rappelle que statistiquement, la majorité des démocraties dans le monde aujourd'hui ont un mode de scrutin proportionnel et que donc les gouvernements sont des gouvernements de coalition. Donc le fait qu'Israël est un gouvernement de coalition n'a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, dans l'histoire politique d'Israël, c'est que le Premier ministre est à la tête d'une petite formation. Mais ce cas de figure existe dans d'autres pays. On l'a vu à de nombreuses reprises en Italie. Je vous rappelle que l'actuel Premier ministre italien n'est même pas à la tête d'un parti. Il a été complètement parachuté et qu'on a connu de nombreux cas de Premier ministre italien qui est également minoritaire à la Chambre. Et également dans l'histoire politique française, je vous rappelle que sous la Troisième République, il était commun de voir des présidents du Conseil être à la tête de formations minoritaires. Donc il ne s'agit pas d'un cas unique dans l'histoire de la science politique. Noémie Aliwa. Non, bien sûr. C'est-à-dire que le système en tant que tel, le système de coalition n'est pas nouveau, mais peut-être ce qu'il y a de nouveau, et si c'est ça qui peut être vraiment ce qui représente le fait que ce soit une première dans l'histoire d'Israël, c'est le fait qu'un parti arabe ait signé l'accord de coalition. Je le rappelle, le parti Raham de Mansour Abbas, c'est la première fois donc qu'une telle signature intervient dans une coalition, en tout cas en Israël. C'est une petite révolution, ce parti donc qui défend les valeurs de cette minorité arabe. Alors c'est toujours ce qui est intéressant dans ce parti Raham, c'est qu'il défend principalement des questions économiques et sociales. Il demande plus d'infrastructures pour les secteurs arabes. Il demande qu'on travaille un petit peu plus sur la violence, qu'il y ait plus de présence policière. Mais en tout cas, le fait, encore une fois, qu'un parti arabe signe cet accord de coalition, c'est la première fois dans l'histoire d'Israël. Michel Taubman. Oui, alors il faut préciser que ce parti fait partie de la coalition, mais qui ne l'est pas au gouvernement, qui n'a pas de ministre au gouvernement, qui ne participe pas au cabinet de sécurité, qui est réservé uniquement aux 7 autres partis qui sont les partitionnistes, et que ce parti, que l'on dit islamiste, non sans raison, est issu d'une scission du parti islamiste israélien. La section nord refuse les élections, son chef est en prison pour terrorisme, et Mansour Abbas, lui, s'est dissocié de cette faction. Il représente la faction du Sud et du Centre, et il s'est dissocié par des actes forts, notamment en liaison avec Benyamin Netanyahou, parce que c'est Benyamin Netanyahou qui, il y a quelques mois, a fait émerger ce parti Raham,
qui était jusqu'alors un des membres d'une coalition de différents partis, de la liste unifiée des différents partis avec les nationalistes et les communistes de Radash. Et donc Mansour Abbas a donné un certain nombre de gages de loyauté, notamment à travers ce discours en hébreu devant le drapeau israélien où il réaffirmait que les Arabes, les musulmans, parce qu'il est plutôt musulman qu'arabe, il se réclame plutôt des musulmans que des Arabes, étaient loyaux à l'État d'Israël. Pendant la guerre du mois dernier avec le Hamas, il est allé lui-même à Lod où des synagogues avaient été dévastées par des émeutiers arabes pour dire nous reconstruirons ces synagogues. Alors on peut évidemment avoir une méfiance et avoir une inquiétude qui est légitime quand on est juif et quand on est israélien sur peut-être un double langage, des doubles intentions de ce parti. Mais la garantie, c'est que ce parti, je l'ai dit, n'est pas membre du cabinet de sécurité et que surtout, l'accord ne porte sur rien de fondamental qui touche au statut de l'État d'Israël. Par exemple, Noémie l'a bien dit, ce ne sont que des revendications matérielles pour le logement, pour le développement de l'éducation dans le secteur arabe, etc., qui ont été accordées à ce parti, qui se considère un peu comme un lobby représentant les religieux musulmans, un peu comme le chasse l'est pour les juifs marocains. Donc tout ça devrait être rassurant pour ceux de nos auditeurs qui sont peut-être légitimement inquiets. Laetitia Cruvin. Oui, sans être aussi spécialiste que mes confrères là en studio, quand j'entends l'introduction de cette discussion, j'entends les précédents historiques et les précédents étrangers, et je me dis que tous ont quasiment un point commun, c'est l'instabilité de ces gouvernements de coalition. Donc la question que j'ai envie de poser depuis Paris, c'est est-ce que oui ou non ils arriveront à gouverner ensemble, et si, comme vous le dites, ils n'ont pratiquement pas de poids, à quoi sert-il ce pas? Qui n'a pas de poids? Ces musulmans qui ont réussi à rentrer dans la coalition gouvernementale, à quoi vont-ils servir? Et comment vont-ils pouvoir agir? Alors, ils servent à défendre les intérêts matériels du secteur arabe qui se juge non sans raison défavorisé. Il y a eu des émeutes dans le secteur arabe et dans tous les pays démocratiques, lorsqu'il y a des mouvements sociaux, lorsqu'il y a des émeutes, on l'a vu avec les Gilets jaunes, un gouvernement démocratique fait des concessions. Et là, le nouveau gouvernement israélien n'a pas fait des concessions sur la nature de l'État. Par exemple, sur la loi État-nation, que d'autres partis arabes remettent en cause, elle n'est pas remise en cause. Mais on a fait des concessions sur le plan matériel, ce qui me semble de nature à peut-être apaiser les choses, même si personne ne peut savoir ce qui se passera. Voilà. Alors, je me tourne vers Emmanuel Navon parce que, vous avez tous parlé de fragilité, et chacun le voit, c'est un gouvernement, ce gouvernement Bennett-Lapid est fragile. Est-ce qu'il peut y avoir, à court ou moyen terme, un moyen d'élargir cette coalition en intégrant une partie du Likoud, en intégrant peut-être une partie des partis religieux? Est-ce que c'est un scénario qui vous semble possible, Emmanuel Navon? Alors, cette coalition a une majorité de 61 députés, même si l'un des députés qui est membre du parti de Naftali Bennett n'a pas voté pour la confirmation du gouvernement, mais il a déclaré qu'il voterait pour le reste des votes de la coalition, en particulier pour le budget. Il y a en tout et pour tout 3 membres de la coalition qui ne sont pas très contents des postes qu'ils ont reçus ou des accords de coalition, un du parti RAM, un du parti Yamina et un du parti d'Avigdor Lieberman. Mais cette coalition a 61 députés et donc techniquement elle peut fonctionner. Ceci étant dit, on sait très bien qu'une coalition de 61 députés exige une grande discipline et une présence permanente des députés à la Knesset, donc c'est difficilement gérable. Et en général, on essaie toujours d'élargir une telle coalition. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Benjamin Netanyahou lui-même lorsqu'il avait rajouté Avigdor Lieberman à sa coalition après les élections de 2015, puisque je vous rappelle que Lieberman au début ne s'était pas joint à la coalition et que Netanyahou avait une majorité courte de 61. Donc il est possible théoriquement d'ajouter d'autres députés. Il n'est pas impossible qu'il y ait une session au sein du Likoud et que peut-être dans un an ou deux, peut-être une partie des partis orthodoxes également se joindront. Mais encore une fois, pour l'instant, ce sont des spéculations. La coalition peut fonctionner avec 61, même si c'est difficile de gérer
serait une coalition courte, comme on l'a eu d'ailleurs, on a déjà eu des coalitions de 61 dans l'histoire d'Israël. Donc pour l'instant, et je pense que, dernier point, le véritable test sera le passage du budget. Je pense que dès l'instant où le budget, et en particulier un budget biannuel, sera approuvé, cette coalition pourra durer de façon quasi certaine. Alors, gardez le micro parce que on voudrait essayer. On connaît peu en France finalement le parcours et le personnage du nouveau Premier ministre. On connaît pas non plus beaucoup le parcours de Yair Lapid, bien qu'il soit un tout petit peu plus connu, puisqu'il est souvent passé en France, il a souvent vu Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces deux hommes, et est-ce que c'est vrai qu'il y a une amitié entre eux, je veux dire personnelle, parce que c'est un élément important si les deux hommes sont amis dans la vie courante. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cela ? Oui, il y a une relation personnelle entre les deux et surtout une confiance personnelle. C'est aussi là un changement important dans la politique israélienne, plutôt que cet esprit d'arnaque permanente qui était la politique de Netanyahou et sa relation avec les autres hommes politiques. Et je rappelle la façon dont il avait mis fin à son accord de coalition avec Benny Gantz en bloquant le passage d'un budget en pleine crise économique. Il y a là une confiance mutuelle entre Yair Lapid et Naftali Bennett, bien que idéologiquement ils aient des visions du monde très différentes. Ils diffèrent sur de nombreux points d'idéologie, de vision du monde, mais ils se respectent. Ils sont surtout déterminés à gérer le pays, à mettre fin à cette situation que nous avons connue ces 2 dernières années, d'élections à répétition et d'un discours politique extrêmement violent, extrêmement délétère, d'une malhonnêteté et d'une corruption en politique, d'un culte de la personnalité et de mettre de côté les véritables sujets qui doivent être traités. Et je crois que ce que ces deux hommes ont en commun, outre leur respect mutuel, en dépit de leurs différences idéologiques, c'est une volonté véritablement de revenir à la normale, de gérer le pays et de mettre fin, comme je l'ai dit, à la fois à ce discours délétère et à ce culte de la personnalité au détriment de la gestion des dossiers. Alors, on va faire réagir Noémie qui trépigne après ce que vous avez dit, mais on va d'abord marquer une pause et le 4 quarts politique revient dans un instant. Alors, Noémie, vous vouliez réagir à ce que vient de dire, on a parlé à la fois de l'amitié qui unit les deux hommes, Bennett, qui est un élément important quand même, qui n'est pas connu, parce qu'ils sont naturellement d'horizons politiques extrêmement différents, mais ils sont copains dans la vie, les épouses se reçoivent, etc. C'est un élément important, non ? Et c'est ça qui est intéressant, absolument, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a comme divergence idéologique et qu'est-ce qu'il y a comme amitié personnelle entre les deux hommes. On sait par exemple que Bennett et Netanyahou avaient une très mauvaise relation, alors même qu'ils ont des idées qui se ressemblent énormément. Et idéologiquement, ils sont très similaires et pourtant, il y avait des conflits entre les deux hommes, c'était très difficile, notamment à cause d'autres conflits avec Sarah Netanyahou, donc l'épouse de l'ancien Premier ministre. Et là, avec Lapid, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une amitié entre les deux hommes, mais la question c'est de savoir qu'est-ce qui les rassemble sur le point idéologique. Je le rappelle, ils viennent de 2 univers complètement différents, et là on pose la question plus large de la raison de cette coalition et de qu'est-ce qui est le ciment de cette coalition, outre le fait de s'opposer à Binyamin Netanyahou. Je le rappelle, Naftali Bennett vient d'une droite dite nationaliste, sionisme religieux, il porte la kippa, il a des idées tout à fait défendables, mais enfin des idées extrêmement différentes de celles de Yair Lapid, qui lui défend un État laïque. On va poser une question, on peut prendre un exemple simple qui se pose en Israël, la question des transports publics le Shabbat. Je le rappelle, en Israël, les transports publics à majorité n'existent pas le Shabbat, le samedi. On ne peut pas prendre de bus. Il y a des bus qui ont été mis en place par les municipalités, mais globalement, tous les transports en commun sont fermés. Et donc, il y a une force laïque au sein du pays qui réclame des transports publics le Shabbat. Et Yair Lapid a beaucoup soutenu ces revendications au sein du pays. Ce sont des revendications laïques. On sait qu'il y a des conflits en Israël extrêmement puissants entre les forces laïques et les forces religieuses. Et là, la question, c'est de savoir, par exemple, tout bêtement sur ce genre de questions, comment est-ce que Lapid et Bennett vont trouver des points de convergence. Et donc, c'est là que
au-delà de l'amitié entre ces deux hommes, se pose la question des ressemblances idéologiques et de cette coalition. On ne comprend pas très bien comment est-ce qu'ils vont réussir, peut-être à faire voter le budget, mais au-delà de ça, à faire voter des lois et à s'entendre sur des questions de politique intérieure et extérieure, alors même que les représentants, les deux premiers ministres de cette rotation, ont des idées très différentes sur beaucoup de questions. Michel Dauman. Oui, on est en train d'assister, je crois, à un changement de gouvernance et un changement de génération. La gouvernance de Netanyahou n'était pas une gouvernance de droite. Netanyahou n'a pas mené une politique particulièrement à droite. Netanyahou est plutôt un pragmatique, et la plupart des gens qui sont dans le gouvernement actuel et qui le désignent à la vindicte avec des mots épouvantables, ce sont ses anciens ministres, Lieberman, Lapid, il a eu aussi Bennett, il a eu aussi les travaillistes. Donc tout le monde a gouverné avec Netanyahou, et Netanyahou a gouverné avec tout le monde. Donc contrairement à une certaine image dans la presse française, Netanyahou n'est pas d'extrême droite et n'a pas mené une politique de droite. Le problème de Netanyahou, c'est que verbalement, il ne cesse de mener des discours clivants, extrêmement clivants. Il y a eux et nous. Il y a la droite et il y a la gauche, en caricaturant le gouvernement actuel. Quand j'entends le président sortant de la Knesset qui dit on va avoir un gouvernement de gauche radical, c'est totalement faux. La plupart des postes régaliens sont occupés par des gens de droite ou du centre. Les gens de gauche sont minoritaires dans ce gouvernement et occupent des postes, je dirais, secondaires, le transport, le tourisme, etc. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de faux dans le discours de Netanyahou, et que finalement, ce qu'ils ont en commun les uns et les autres, c'est pas vrai. Ils n'ont rien en commun. Ils ont en commun, c'est qu'ils sont vraiment ancrés idéologiquement Bennett est vraiment un sioniste religieux. Sioniste religieux ne veut pas dire d'extrême droite et ne veut pas dire, contrairement à ce qu'on lit dans la presse française, ultra-orthodoxe. Il est pour un sionisme religieux ouvert aux différents courants du judaïsme. Et chacun a fait un pas en avant. Lapid, qui était extrêmement dur à l'égard des religieux, des ultra-orthodoxes, a fait un pas en avant. Bennett a fait un pas en avant, mais chacun reste sur ses fondamentaux. Mais ce qu'ils ont en commun, et ça c'est très important, c'est le sionisme et c'est le judaïsme. Les uns et les autres, je parle pas de Mansour Abbas, mais qui n'est pas au gouvernement, mais du Meretz jusqu'au parti de Gideon Sa'ar et de Bennett, c'est-à-dire de l'extrême gauche à la droite. Ils sont tous attachés à l'État d'Israël, à son caractère juif, et ils sont sionistes, et ils parlent de la Bible. Même les laïcs parlent de la Bible. Et c'est peut-être la différence avec la France, c'est qu'en France, les gens n'ont pas grand-chose en commun sur le fond, ils n'ont pas ce fondement spirituel de la nation qui existe en Israël, y compris chez les laïcs. Ils ont ça en commun, ils ont l'amitié, ils ont la bonne volonté, et puis ils ont le fait que finalement, Netanyahou, ayant tout polarisé sur sa personne, eh bien, on ne pouvait rien faire sans... Il fallait à un moment donné que Netanyahou s'en aille pour que quelque chose d'autre existe. Les États-Unis sont revenus là en Israël avec sur la table le dossier, la proposition de deux États qui cohabitent, qui coexistent. Est-ce que justement cette coalition gouvernementale est favorable à cette proposition ? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, c'est une question qu'on va évoquer Voilà maintenant, d'autant qu'on voulait parler, c'était le deuxième thème de notre discussion, du sommet Biden-Poutine, premier sommet entre les deux hommes. Est-ce que vous observez les uns et les autres des avancées en matière de nucléaire iranien, sur le Proche-Orient, sur le dossier israélo-palestinien qui, à ma connaissance, n'a pas été abordé, mais Laetitia, vous avez... Si, Anthony Blinken est arrivé en Israël avec clairement cette reproposition qui avait été écartée par Donald Trump de deux États. Oui, voilà, mais c'était une réaction. C'était pas au sommet, mais c'était une réaction diplomatique, comme il y en a eu beaucoup, le télégramme de félicitations. On sait bien que c'est fondamental sur ce territoire-là précisément, et donc c'est ce que regardent tous les Occidentaux, tous les étrangers, tous les autres pays. Est-ce que oui ou non on va vers cette solution-là? Est-ce que oui ou non la politique trumpienne, visiblement oui, est abandonnée à la faveur de nouvelles diplomatie Biden qu'on découvre tous? Et c'est bien sûr, là, c'est l'enjeu des prochaines semaines.
Alors, Emmanuel Navon, vous êtes spécialiste des relations internationales et on attend donc votre commentaire sur ce chapitre et notamment sur ce sommet qui change quand même un peu la donne. Alors, du point de vue de la politique étrangère américaine, il faut bien comprendre qu'effectivement, officiellement, la position de l'administration Biden, et cela a été rappelé par Anthony Blinken, est de continuer de soutenir un modèle de 2 États pour la question israélo-palestinienne. Ceci étant dit, et je peux en témoigner de mes discussions avec certains officiels de l'administration Biden, ils n'ont aucune illusion sur le fait que pour l'instant, aucune solution politique n'est possible à court terme. Je vous rappelle que Mahmoud Abbas avait été élu pour 4 ans en 2005, il a 85 ans et qu'il a perdu tout contrôle quasiment politique de l'autorité palestinienne, sans parler de la bande de Gaza. Donc l'administration Biden est réaliste et ne va pas se lancer dans des grands programmes comme l'avait fait à l'époque John Kerry sur le dossier israélo-palestinien. En revanche, là où l'administration Biden effectivement est là-dessus, il y a un consensus dans le nouveau gouvernement. À se focaliser, c'est d'améliorer la situation sur le terrain, la vie quotidienne de la population palestinienne. Et là-dessus, il y a un accord au sein de ce gouvernement. On va être beaucoup plus réaliste et moins ambitieux et beaucoup plus pragmatique et se focaliser sur des questions de vie quotidienne, pas seulement sur la question de l'autorité palestinienne, mais également de la bande de Gaza en coopération avec l'Égypte. Donc là-dessus, la coopération qui est en train de se former, et évidemment Naftali Bennett est en train de former son équipe avec de différents experts dans ce domaine, ça va être justement de coopérer avec l'administration Biden pour l'amélioration de la vie quotidienne sur le terrain, sans pour l'instant se lancer dans des dans des plans de résolution du conflit qui pour l'instant n'ont aucune chance. Et l'administration Biden n'a aucune intention de brûler du capital politique, comme l'avait fait, comme je l'ai dit, John Kerry. Noémie. Oui, vous avez souligné quelque chose de très intéressant, je trouve, c'est de savoir qui est l'interlocuteur légitime aujourd'hui chez les Palestiniens. Parce que, je le rappelle, il y a une crise du leadership avec le Hamas qui essaie justement de récupérer un petit peu cette légitimité qui appartient d'ordinaire à l'autorité palestinienne. Il y a un conflit aujourd'hui. Je le rappelle, le Hamas a envoyé ses roquettes sur tout Israël après ce qui s'est passé à Jérusalem. Jérusalem qui d'ordinaire est plutôt la question de l'autorité palestinienne. Le Hamas, qui d'ordinaire, son territoire, c'est Gaza. Normalement, il s'occupe de Gaza, le Hamas. Mais aujourd'hui, il étend un petit peu son territoire et surtout politiquement, il essaie de se positionner sur beaucoup d'autres questions palestiniennes pour s'imposer dans d'éventuelles futures élections, même si on sait qu'il n'y en a pas eu depuis au moins 15 ans. Parce que le Hamas lui-même est poussé par le djihad islamique. Il y a des rivalités, en fait, entre toutes les forces palestiniennes. Et donc, il va y avoir sans doute une redistribution des cartes et la question c'est de savoir c'est lequel de tous ces interlocuteurs sera à l'avenir le plus légitime dans ces discussions avec Israël. Michel. Je crois que le premier test je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel Navon sur les objectifs minimalistes, mais minimalistes, c'est déjà pas mal, d'apaiser un peu la situation sur le terrain. Mais le premier test auquel a été confronté le nouveau gouvernement, c'était mardi, la fameuse marche des drapeaux. Et le gouvernement a une position assez équilibrée, c'est-à-dire que d'une part, il a riposté aux provocations du Hamas, qui a envoyé des ballons incendiaires depuis Gaza sur Israël. Il a riposté fermement, et je pense qu'il faudra riposter encore plus fermement, parce que je pense que, y compris Netanyahou, n'a pas été, lui, le monsieur sécurité, n'a pas été assez ferme avec le Hamas. Et ça, c'est un reproche qu'on pourrait lui faire, et qui serait plutôt une critique de droite qu'une critique de gauche par rapport à Netanyahou. La deuxième chose, on a laissé les Israéliens qui le souhaitaient manifester dans Jérusalem, quoi qu'on puisse en penser. Le gouvernement, et c'est un ministre de l'Intérieur travailliste qui a garanti cette manifestation, mais en même temps, laissez-moi finir s'il vous plaît, Shlomo Malka, il y a eu les paroles très fortes du Premier ministre suppléant Yair Lapid, qui a dénoncé les paroles inacceptables, inadmissibles, les cris de mort aux Arabes qui ont été lancés
pas par tous les manifestants, mais par certains manifestants. Et il a dit que ces cris morts aux Arabes souillaient le drapeau d'Israël, souillaient le judaïsme. Et donc on peut être sioniste, on peut défendre Israël, on peut défendre fermement Israël militairement contre le Hamas et ne pas céder aux provocations d'une extrême droite raciste. Et préciser très rapidement aussi que la plupart étaient avec des drapeaux et ils ne tenaient pas ces discours-là qui étaient Non, extrêmement mais minoritaires. Alors, je Peut-être vous qu'il ne parlait interromps que de le ça. Premier ministre israélien Je vous interromps. réaffirme que le judaïsme n'est pas hostile à l'islam et que Israël n'est pas un État raciste. Et dernière chose, ceux qui disaient il y a quelques semaines qu'Israël risquait de tomber dans l'apartheid, je les renvoie à la composition de l'actuel gouvernement. Merci. On va marquer une nouvelle pause. On parlera ensuite avec Laetitia Krupa de la tentation du clown. Mais restez avec nous. On va en parler tous ensemble. Laetitia Krupa, on a déjà évoqué votre livre quand on avait reçu ici même Michel Onfray, mais c'était une simple évocation. Votre livre mérite plus. D'ailleurs, il fait référence dans le débat public aujourd'hui. Et on peut en parler aujourd'hui parce que aucun des candidats hors système dont vous parlez n'est candidat au régional, et on peut en parler tranquillement aussi parce que ça ne concerne pas pour l'instant les régionales, peut-être les présidentielles, on verra bien. Alors, vous rappelez dans ce livre qui s'appelle La tentation du clown, une chose que beaucoup ont oubliée, c'est que le premier candidat clown, le premier candidat, pas seulement hors système, mais le premier candidat clown, c'était Pierre Dac. Oui, Pierre Dac en 1965. Et c'est vrai qu'on se rappelle, certains, en tout cas moi je me suis replongée dans les archives, des séquences mais absolument exquises, hilarante, oui, drôlissimes, notamment quand il fait cette conférence de presse pour annoncer sa candidature avec un faux gouvernement composé de beaucoup de figures humoristiques de l'époque, des stars un peu, comme on peut dire. Et puis c'est vrai que vraiment j'égrène un petit peu les réponses qu'il avait faites aux journalistes et chacune sont des petits bijoux. Mais Pierre Dac portait déjà... Il y a celle-là d'ailleurs. Êtes-vous pour la peine de mort? Oui, mais avec sursis. Oui, et sur le Moyen-Orient aussi, c'est assez drôle. C'est juste après. Mais c'est vrai que Pierre Dac, en tout cas sa candidature, portait en elle les germes de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'était pas uniquement une farce. Bien sûr qu'il a joué de ses sketchs parce que c'était aussi ce qui avait fait sa popularité. Mais Pierre Dac est un homme qui a rejoint le général de Gaulle, qui s'est fait connaître aussi sur la BBC, Radio Londres, qui est sorti de la guerre en dépression nerveuse, qui militait. Il avait aussi 2 organes de presse. Il avait des billets très courageux contre Hitler et Mussolini. Donc ce n'est pas uniquement ce clown. Dans un journal qu'ils appelaient L'Os à Moelle. L'Os à Moelle, exactement. Voilà. Et donc là, il y a tous les tenants, si vous voulez, de cette candidature clown, c'est-à-dire qu'on a bien sûr le côté drôle, esprit, mais il y a aussi des revendications, malgré tout, qui tiennent la route. Il y a eu aussi, alors on s'en souvient, peut-être Noémie qui est plus jeune que nous, s'en souvient pas, mais moi je m'en souviens en tout cas, Mouna Aguigui. Ça vous dit quelque chose? Celui qui voulait étendre le boulevard Saint-Germain jusqu'à la mer. C'est pas un autre? C'est pas un autre qui voulait faire ça, non? C'est lui, c'est Mouna? Non, c'est Mouna, oui. C'est bien ça, hein, je dis ça sous je votre me souviens contrôle. pas de tous les programmes de tous les candidats clowns de la Ve République. Oui, alors il y a la référence. La référence en la matière, c'est... Oui, c'est un beau programme. Je confirme. Il y a la référence absolue en la matière, c'est Coluche. Évidemment. Et la différence, évidemment, c'est que Coluche a atteint jusqu'à 16% d'intention de vote, tandis que les candidats hors système dont vous parlez dépassent rarement autour de 5%. On donne à Éric Zemmour, Le Figaro cette semaine, 5,5%. Oui, mais quand vous regardez le détail de ce sondage Coluche qui est devenu mythique finalement, parce que c'était à la une du JDD et que c'était la première fois qu'il y avait cette intention de vote aussi haute pour un personnage hors système. Mais quand on regarde le détail, c'était une volonté
présenté un projet peut-être de voter pour lui. C'était pas du tout je vais voter de façon certaine pour Coluche. Et quand on regarde, par exemple, les sondages qui concernent Éric Zemmour, il est toujours dans une intention de vote large comme celle qui concernait Coluche, entre 12 et 13%. Donc on n'est pas loin des 15% de Coluche. Après, les 5% qui disent vouloir voter certainement pour ce candidat, c'est différent. Et je vous rappelle que Coluche n'avait jamais récolté les 500 signatures. Et ça aussi, parce que j'ai revisionné des anciens journaux télévisés, et c'est dingue, dans les titres et même en sujet, on prétend et on affirme qu'il a ses signatures et qu'il sera candidat. Donc il n'y avait même pas de vérification. Il a tellement fait peur au pouvoir en place, giscardien et mitterrandien, parce que François Mitterrand a tout de suite compris comment il pouvait récupérer Coluche et aussi le mal que Coluche pouvait faire à la politique. Et donc, il disait d'ailleurs la France est pliée en deux. Non, la France est divisée en deux et je veux qu'elle soit pliée en quatre. Exactement. Et ça reste le totem Coluche. Ça reste celui qui a mis le pied dans la porte de la République et qui, encore une fois, a fait trembler le pouvoir. Laetitia Krupa, est-ce qu'on peut appartenir à la catégorie des candidats hors système sans être nécessairement un clown? La preuve, vous en parlez d'ailleurs, Emmanuel Macron, ça a été au départ un candidat hors système. Oui, en fait, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Finalement, c'est le premier faux clown, vous voyez, parce que pour ce bouquin, je suis allée voir, c'est une enquête, donc j'ai été voir 50 experts. Et c'est vrai que ceux qui ont suivi l'entrée comme ça en campagne d'Emmanuel Macron me disent qu'en fait, il s'est quand même présenté avec ce masque de clown qu'il a vite retiré et qu'on lui a fait retirer de toute façon avec la crise des Gilets jaunes. Il ne pouvait plus le mettre. Mais si vous voulez, bien sûr que c'est lui qui a enclenché ce mouvement de dégagisme, c'est lui qui a fait exploser la bipolarisation politique et ils le savent au sein du pouvoir. À l'Élysée, on me l'a dit, yeux dans les yeux, oui. Et Gabriel Attal le dit d'ailleurs de façon officielle. Il me dit oui, Emmanuel Macron est le premier à avoir fait ce pas d'écart dans la politique, alors que lui-même était quand même du sérail. Moi, mon clown, pourquoi j'ai pris ce terme de clown? Déjà pour ouvrir la discussion et ensuite pour que ce soit une immense catégorie, évidemment, de clowns qui font peur. Ça va du Joker de Todd Phillips, mais ce sont tous des personnages apolitiques. Donc, ce ne sont pas des professionnels de la politique. Ils n'ont pas de mandat, ils n'ont jamais été élus, ils n'ont jamais exercé de fonction politique. Et ils veulent se présenter parce qu'ils veulent se revendiquer, être la voix des sans-voix. C'est souvent ce message que va porter le candidat citoyen. C'est une crise de la démocratie représentative. On a l'impression aujourd'hui que la majorité des Français, quand on regarde les enquêtes d'opinion, décident et trouvent que les personnels politiques ne les représentent plus de façon légitime. Et donc, ils souhaiteraient être représentés par d'autres. Alors, si on ne veut pas du politique, de quoi veut-on pour être représenté? Alors, dites-nous quand même, si vous deviez, parce que vous connaissez une liste assez longue quand même des candidats hors système, des candidats possibles, mais si vous deviez réduire à une short list, parce que tout le monde n'ira pas au bout. Ici même, Michel Onfray nous a dit je ne veux pas être dans la liste, oui, mais bien sûr. Je ne veux pas en être. Donc, est-ce qu'il y a une short list? Pour l'instant, écoutez, celui dont on parle et qui se préparerait, en tout cas c'est ce qu'il lui-même laisse entendre, c'est bien sûr Éric Zemmour qui est dans mon enquête, mais il me semble que, ça c'est un pari que je fais, le clown qui pourra se présenter au premier tour et qui pourra, avec 10, 15, 20%, bouleverser l'élection présidentielle, c'est l'hypothèse de mon enquête, sortira au dernier moment. Comme en Ukraine. Ce sera le scénario de l'Ukraine. C'est-à-dire que Volodymyr Zelensky est un humoriste, un producteur de télévision qui joue lui-même dans une série à succès le rôle d'un professeur qui devient président de la République, série dont la 3e saison Ukraine est diffusée pendant la campagne présidentielle. C'est-à-dire que cet homme se présente et il est porté par son personnage de fiction. Lui est sorti du bois au dernier moment, 3 mois avant le premier tour. Et on l'a cru que c'était une farce. C'était un soir de 31 décembre. Il est arrivé à la télévision dans un show dont il a le secret et il s'est présenté, il s'est lancé. Il a été élu à 77% des
scrutin. À partir du moment où ça se passe là, où ça se passe en Tunisie, avec un prof de droit constitutionnel complètement inconnu du grand public, à partir du moment où la première puissance occidentale, les États-Unis, élit Trump, tout est possible. Pourquoi la France serait épargnée ? Alors, on va faire un tour de table là-dessus, et notamment, puisque ça a été évoqué par Laetitia à l'instant, la possible candidature Éric Zemmour, qu'est-ce que vous en pensez? Et ensuite, on fera un tour de table sur votre coup de cœur de la semaine, comme c'est l'habitude dans cette émission. Qui veut enchaîner? Oui, Noémie. Alors, Éric Zemmour, ce qui est intéressant, c'est que on le sait, c'est un polémiste, c'est un journaliste, et c'est surtout quelqu'un qui pronostique la fin des temps depuis au moins 10 ans. Alors qu'un politique, c'est l'inverse, c'est quelqu'un qui promet un horizon meilleur, qui promet quelque chose, souvent c'est faux, mais enfin, c'est quelqu'un qui promet un avenir meilleur. Et donc, ce qui m'étonnerait, moi, ce serait de voir tout d'un coup Éric Zemmour nous promettre finalement pas la guerre civile, pas le sang, comme il l'a toujours dit, mais un possible horizon qui soit meilleur. Moi, vraiment, ça m'étonnerait en fait qu'il rentre dans ce rôle. Bon, les sondages le donnent pas encore tout à fait gagnant, loin de là. Mais on attend de voir. Il est encore un peu tôt, je pense. Michel Taubman. Alors, je n'ai pas lu ce livre, je le regrette parce que ça m'intéresse beaucoup. C'est une hypothèse à laquelle j'ai pensé avant de lire votre livre, en voyant la série Baron Noir, où un personnage issu d'un mouvement... je me réfère, évidemment. Voilà, comme les Gilets jaunes, brusquement, comment on dit, ferait tournebouler le système. Bon. Mais ce que je comprends pas, mais il faudrait que je lise le livre, c'est ce mot de clown, parce que autant il peut s'adapter à Pierre Dac et à Coluche, qui étaient des vrais humoristes et qui n'ont pas cru qu'ils allaient être président de la République, autant il ne peut pas s'adapter à Zemmour, qui n'est pas du tout un rigolo, qui a certainement d'autres qualités, mais on ne peut pas dire que c'est pas... Oui, mais monsieur, les clowns ne font pas tous rire, justement. C'est parce qu'on oublie... quelqu'un hors système, en fait. Oui, bien ça, sûr. En fait, oui. c'est vrai que clown, de façon immédiate, on pense à ce nez rouge qui fait rire les enfants. Ouais. Mais non, dans l'histoire des clowns, et c'est ce que je retrace dans l'introduction, pour expliquer, il y a le clown blanc, il y a le clown bonimenteur, et il y a effectivement cette tradition du clown qui fait peur, dans la fiction notamment, mais rappelez-vous, même dans l'actualité récente, c'est-à-dire vous vous souvenez pas de cette terreur qu'avaient provoqué les clowns, les attaques du clown, en tout cas à Paris et dans les grandes villes. Le clown n'est pas forcément cette figure enfantine qui fédérerait autour du rire. Mais il y a ça aussi, il y a aussi surtout le Joker, le blockbuster de Todd Phillips a vraiment fait écho à la crise des Gilets jaunes, évidemment, et cet homme se venge en se grimant d'un faciès du oui, ça me semble quelque chose... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, si j'ai bien compris, ce que vous nous expliquez, c'est qu'on n'a plus besoin forcément d'avoir un parti. Exactement. On peut, grâce aux médias, la télé et maintenant les réseaux sociaux, on peut faire émerger. On l'a vu, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement qui est né sans structure partisane, etc. Et ça se voit de plus en plus avec les manifestations. En même temps, je mettrais des bémols. Trump... Vous parlez d'ailleurs d'une candidature Gilets jaunes. Évidemment, mais là, il y a un candidat. Hein. Alors, il y a Jacqueline Moreau qui est candidate, il y a Éric Drouet, et là, un candidat s'est déclaré en juin qui s'appelle Fabrice Grimal. Il m'a contacté, je lui ai parlé hier, et ils sont en train de s'organiser pour représenter les Gilets jaunes. Alors, je vais me tourner une seconde, je vais vous redonner la parole, mais je voudrais me tourner vers Emmanuel Navon, qui est notre spécialiste de sciences politiques et qui a sûrement un regard sur ces candidatures hors système. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible en Israël, quelqu'un qui tout d'un coup émerge et qui est situé dans les marges du système? Alors Israël est un peu, je dirais, à l'écart de ce qui se passe dans le reste du monde démocratique et occidental, en particulier en Europe et aux États-Unis, avec cette attraction pour des candidats qui sortiraient Deus ex machina ou des candidats populistes. Et il y a à cela deux raisons. La première raison, c'est que d'abord, Israël n'a pas le privilège d'avoir des candidats clowns, même si on peut contester ce concept, parce qu'Israël est un pays en guerre qui a de nombreuses menaces. Donc l'électorat israélien, de manière générale, n'a aucune patience pour ce genre de candidats. Mais une autre raison, c'est que justement, je sais que beaucoup décrivent
beaucoup critiquent le régime israélien, le système israélien de proportionnelle intégrale. Mais d'un autre côté, cette proportionnelle intégrale sert de soupape permanente puisqu'elle représente tout le monde. Et la raison pour laquelle nous n'avons pas l'équivalent des Gilets jaunes en Israël ou des candidats à la présidentielle qui nous promettent monts et merveilles, c'est justement parce que nous avons un système parlementaire avec une proportionnelle intégrale et que tout le monde a droit au chapitre. Et effectivement, ça exige des compromis. Des compromis, ce n'est pas une mauvaise chose. Nous avons aujourd'hui un gouvernement où beaucoup de compromis sont faits. Mais justement parce que nous avons cette proportionnelle qui a ses défauts, je n'ignore pas les défauts de la proportionnelle intégrale. Mais l'un des grands avantages de la proportionnelle intégrale, c'est justement parce qu'elle permet à tout le monde d'être représenté au Parlement, et bien cela diminue énormément cet attrait et cette attraction pour les charlatans en politique. Il n'y a pas eu de gilets jaunes en Israël, mais il y a eu quand même quelques mouvements sociaux de grande ampleur, Noémie. Oui, il y a eu beaucoup de manifestations, notamment pendant le coronavirus. On se souvient sur la place Rabin de gens qui manifestaient pour le pain, pour des raisons sociales, parce qu'ils étaient en train de crever, parce qu'en Israël, il n'y a pas les aides qu'on peut avoir en France. Mais je rebondis juste sur le fameux système de coalition israélien et les compromis que cela demande. Moi, je pense que ce n'est pas uniquement des compromis. C'est des gens qui doivent renoncer à leurs idées pour faire ces coalitions. Typiquement, Naftali Bennett a trahi son électorat, pardon de le rappeler, mais le patron de Yamina a promis à ses électeurs, il a dit aux gens, ne vous inquiétez pas, mettez le bulletin dans l'urne, jamais je ne ferai de coalition avec Yair Lapid. Il l'a promis, noir sur blanc, il l'a dit, yeux dans les yeux à son électorat. Voilà pourquoi les clowns arrivent exactement. Et donc, à force de trahison... Non, il a dit ça. Donc c'est beaucoup plus que de la compromission pour arriver à ce genre de coalition. Il faut se renier soi-même. Tout le monde doit plus ou moins se renier. Alors oui, on a une forme d'unité nationale de façade, mais dans la réalité des choses, les gens se sentent tous... Alors je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que je pense que on n'arrête pas de dire, oui, en tout cas dans la droite israélienne, dans les partisans de Netanyahou, on arrête, puisque là, ils ne sont pas que toute la droite israélienne. Mais vous n'êtes pas du tout contre Netanyahou, bien sûr, c'est tout à fait objectif. Comment ? Je veux dire, le fait que vous disiez par exemple que Netanyahou a trahi tout le monde, que tout le monde le déteste, etc. Non, ce que je veux dire, c'est que Bennett a dit effectivement qu'il ne gouvernerait pas avec la gauche, etc. Mais en même temps, il a dit aussi qu'il s'opposerait de toutes ses forces à ce qu'il y ait de 5e élections. Et il a, par tactique ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il a joué le jeu des négociations avec le Likoud pour un gouvernement de droite. Il a dit que son option, c'était le gouvernement de droite, mais qu'une fois que ce gouvernement de droite n'était pas possible, il s'opposerait aux 5e élections. Je vous invite on a dit que ce serait le sucre de l'émission. Oui, mais attendez, mais maintenant, je vous invite à aller parler avec ses électeurs, les gens qui ont mis le bulletin dans l'urne pour lui et qui aujourd'hui se sentent trahis, mais comme pas possible. Et non, mais bien sûr, c'est pas voilà. Ça peut se discuter, mais une partie de ces électeurs aussi soutiennent le fait qu'il n'y ait pas de 5e élection et qu'il y ait ce gouvernement. Mais sur le fond, moi aussi, comme Emmanuel Navon, malgré les défauts de la proproportionnelle, je pense que c'est la proportionnelle, parce que là on parle... Proportionnelle, laissez-moi parler s'il vous plaît, cher ami. La proportionnelle est un système, notamment pour un pays comme Israël, qui permet d'une représentation, un pays qui est composé de diverses tribus, un pays qui est composé de diverses vases d'immigration, qui permet d'intégrer les gens à l'intérieur du système électoral. Il y a eu le mouvement des indignés, il y a une dizaine d'années, comme dans d'autres pays, eh bien, ils se sont retrouvés soit chez les travaillistes, soit au Meretz. On a eu à une époque un parti des retraités. Rien n'empêche d'avoir demain un parti des étudiants en colère, qui sera éphémère, etc. On a des partis qui naissent et qui meurent. On a eu Kadima, on a souvent des partis du centre qui apparaissent parce qu'ils correspondent à quelque chose, puis qui disparaissent. Et la France, avec son système majoritaire qui permet à un parti, à un président de la République qui recueille 25% des voix au premier tour, d'avoir ensuite, grâce à l'alignement des législatives sur le mandat présidentiel, d'avoir 70% des sièges, bien évidemment. Et je ne mets pas en cause la légitimité du président actuel, mais bien évidemment, les gens qui ne se sentent pas représentés à l'Assemblée, ils vont dans la rue. Et c'est ça qui alimente le phénomène du clown. Mais je voudrais juste dire un bémol, mettre un bémol, j'ai vraiment envie de dire votre livre, cette volonté de faire tournebouler le système,
On l'a vu chez Macron a réussi, mais beaucoup d'autres avaient envisagé de la faire avant, par exemple Chevènement. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui sont hors système, c'est des gens qui viennent du système et qui voulaient dépasser le clivage gauche-droite, ce qui est très difficile dans le système majoritaire, alors qu'en Israël, on peut le faire. Et quant à Trump, il est venu hors système, mais il a quand même pris la direction du Parti républicain. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais les républicains ont été mis devant le fait accompli. C'est devant le succès de Trump sur le terrain, dans la campagne. Tout le monde pensait que c'était un clown. Il était traité dans les pages divertissement et people des grands journaux américains. Et le terrain a fait a fait basculer finalement l'entrée de Trump en campagne et l'a institutionnalisé de force, de fait. Mais le compromis, c'est bien. Le compromis dans la démocratie, c'est bien. Et je rajouterai une chose qui a fait tomber le compromis, mais pas la compromission. Mais d'accord. Mais ce qui a fait tomber la 4e République, c'est pas le système proportionnel, c'est la guerre d'Algérie, c'est son incapacité à gérer la guerre d'Algérie. Voilà. Mais en tout cas, par exemple, la proportionnelle a permis en France de gérer la reconstruction, parce que la 4e République, c'était aussi la reconstruction, avec des partis du centre, en excluant le Parti communiste, qui était un parti totalitaire. Et la proportionnelle a aussi des avantages. Peut-être qu'en Israël, elle a aussi des excès. Et peut-être ce qui a finalement le vrai problème avec Netanyahou, c'est qu'il était issu d'un système proportionnel, mais qui voulait fonctionner comme dans un scrutin majoritaire. Et le scrutin proportionnel, il n'est pas fait pour les leaders charismatiques, pour les gens qui restent au pouvoir 12 ans, etc. Et là, on a des dirigeants plus modestes qui discutent, qui négocient. C'est un système qui est fait pour l'instabilité, avec des minuscules partis qui réussissent à prendre le pouvoir, avec un Premier ministre qui a eu moins de 6 sièges, 6 sièges pour le Premier ministre, pour le nouveau Premier ministre. Naomi souhaite le chaos pour Israël, moi je souhaite la stabilité. Non mais vous rigolez là. Je souhaite le meilleur pour Israël et je ne souhaite pas comme Naomi et comme Netanyahou le chaos, la guerre, les séismes, tout de suite les grands mots. Que ce gouvernement réussisse. Voilà. Alors, on est d'accord là-dessus. Emmanuel Navon, vous réagissez à ce qui vient d'être dit en plateau, notamment par Noémie, et ensuite on fera. Ma pensée. Ensuite, on fera un tour de table sur votre coup de cœur de la semaine. Emmanuel Navon. Simplement, quand vous dites de réajuster, à quel point exactement? Parce que beaucoup de choses ont été dites. Notamment le fait que Naftali Bennett a rompu ses promesses, les promesses électorales qu'il a fait de ne jamais s'allier avec Yair Lapid. D'abord, je pose la question rhétorique. Est-ce que vous connaissez un homme politique qui n'a jamais rompu de promesses? Non, il y avait Charles Pasqua qui disait « J'ai promis, mais je n'ai pas promis de tenir ma promesse ». Il y a aussi ça. Non, je pense que ne soyons pas naïfs et ne nous offusquons pas des promesses politiques non tenues uniquement par un homme politique, puisque je peux vous assurer que la liste est très longue. Elle inclut entre autres Netanyahou. Il y a une raison pour laquelle Netanyahou s'est aliéné tous ses alliés ou anciens alliés. Donc, ne pas tenir ses promesses politiques, ça n'est pas quelque chose qui est unique à Naftali Bennett, mais j'insiste tout de même sur le point que lorsque Naftali Bennett avait dit sur la 20e chaîne qu'il ne siégerait pas sous un gouvernement Lapid, il avait dit en même temps, si Netanyahou, lui s'engage à ne pas former un gouvernement avec Mansour Abbas. Donc, je ne suis pas là pour prendre la défense de Naftali Bennett, je ne fais pas partie de ses électeurs, mais Naftali Bennett s'était très clairement engagé à empêcher une 5e élection. Or, c'était soit ce gouvernement, soit une 5e élection, parce que Netanyahou n'avait pas de majorité. Bennett a dit à Netanyahou, je suis prêt à me joindre à toi, mais il faut une majorité. Or, cette majorité n'existait pas. Et je pense qu'au lieu de répéter 10 fois ou 15 fois, il n'a pas tenu cette promesse, il faut comprendre que c'était soit ça, soit une 5e élection, et que Israël ne pouvait pas se permettre d'avoir une 5e élection. C'était un véritable chaos. Nous ne vivons pas dans un monde parfait. On peut sans cesse répéter les promesses non tenues de tel ou tel homme politique, mais l'essentiel, c'est que Israël aujourd'hui est un gouvernement avec des gens qui sont majoritairement des gens honnêtes et de bonne volonté. Et je pense qu'il était temps de tourner la page, de dire merci à Netanyahou pour les bonnes choses qu'il a fait pour Israël. Et ça a été un très bon Premier ministre la plupart du temps, pas ces 3 dernières années, en particulier en politique étrangère. Alors vous gardez, après 15 ans au pouvoir... Vous gardez pour 10 secondes votre coup de cœur de la semaine, mais on n'a pas le temps de commenter, vous donnez simplement votre coup de cœur.
Eh bien, ça a été le fait que une nouvelle députée a été intronisée à la Knesset cette semaine en Israël, qui est sourde-muette, et c'était très émouvant de voir cette députée prêter serment avec la langue des signes. Noémie. Oui, j'ai vu aussi ce moment et c'est vrai que c'était extrêmement intéressant. J'avais pas prévu un coup de cœur. Il faut me prévenir. La prochaine fois. Michel Taubman. C'est de voir à la Knesset, oui, ces députés qui prêtent serment et qu'ils font au nom du judaïsme et qui évoquent la Bible. Voilà. Laetitia Krupa. Un roman qui est sorti il y a quelques mois, mais que je viens de terminer, 404 de Sabri Louata, et qui est passionnant. C'est une dystopie qui, à partir d'une révolution technologique, crée un semblant de guerre civile dans un département de France. Merci, c'était le 4 quarts politique de la semaine. Merci à Michel Thomas, Naomi Aliwa, Laetitia Krupa et Emmanuel Navon. Bon dimanche à tous.